Je m'appelle Chloé Rodier et j'ai 32 ans. Pendant la majeure partie de ma vie, ma famille m'a décrite comme un meuble, silencieuse, fiable, nécessitant peu d'entretien, le genre de personne dont on ne se soucie pas parce qu'elle ne fait jamais d'esclandre. À vrai dire, je les ai habitués à attendre cela de moi. Je travaille la journée dans un cabinet dentaire, entre mains gantées, néons crépitants, bruit constant de l'aspiration et douleur polie. Ensuite, je passe mes week-ends à photographier les étapes importantes de la vie des autres, mariage, remise de diplôme, portraits de famille qui sourient comme si elles s'appréciaient vraiment. Je ne le faisais pas par amour de l'épuisement, mais parce que j'économisais. Pas bruyamment, pas avec des annonces, pas avec des publications regardez-moi ou sur les réseaux sociaux, mais silencieusement. Car dans ma famille, tout ce que l'on bâtissait devenait un projet collectif à la seconde où ils le remarquaient. L'argent rentrait petit à petit, heures supplémentaires, pourboires glissés dans des enveloppes, retour d'impôts que je ne dépensais pas. Et une chose à laquelle je n'ai jamais touché, l'héritage de ma grand-mère. Je le gardais sur un compte séparé comme s'il était fragile, comme si, à force de trop le regarder, quelqu'un trouverait un moyen de le réclamer. Mon frère aîné, Damien, n'a jamais eu à faire ça. Damien avait ce genre d'assurance qui faisait s'ouvrir les portes avant même qu'il ne les atteigne. Ma mère, Hélène, parlait de lui comme on parle de la météo, comme si son succès était naturel, inévitable. Ma sœur Tiffaine était une crise permanente dans un joli emballage, elle disparaissait pendant des mois, puis réapparaissait avec un nouveau drame et l'attente que tout le monde réorganise sa vie autour d'elle. Et mon père, Henri, était un homme de SMS avec un pouce levé et de dîner silencieux, présent de la même manière qu'un porte-manteau est présent. Alors, j'ai gardé mes projets pour moi. Quand j'ai finalement acheté la maison, cela ne ressemblait pas à une victoire au début. C'était un petit pavillon ancien de 2 chambres dans un quartier modeste, avec du papier peint qui avait survécu à au moins 3 décennies et un escalier qui gémissait sous le poids. Les placards de la cuisine étaient rayés, la salle de bain avait un luminaire qui bourdonnait comme un insecte en colère. Mais quand l'agent immobilier a ouvert la porte d'entrée et que cet air renfermé et poussiéreux s'est échappé, quelque chose dans ma poitrine s'est desserré. Pas parce que c'était parfait, mais parce que c'était à moi. Pas de garant, pas de contribution familiale, pas de conditions dissimulées sous de jolis rubans. Je ne l'ai dit à personne, pas par vengeance, mais parce que le silence semblait être le seul moyen de garder quelque chose en sécurité. Pendant des semaines, j'ai vécu 2 vies. J'avais toujours mon appartement près du travail, donc personne ne se demandait où je dormais. J'ai dit à mes collègues que j'aidais une amie à rénover un endroit, ce qui était vrai, l'amie, c'était moi. Chaque moment de libre, j'étais à la maison. Je dormais sur un matelas à même le sol, entouré de cartons et de pots de peinture. Je regardais des tutoriels vidéo jusqu'à ce que mes yeux brûlent. J'ai réparé la fuite sous l'évier moi-même, les mains tremblant autour de la clé à molette comme si j'opérais à cœur ouvert. J'ai peint lentement, soigneusement, comme si chaque couche était une décision, des tons boisés chaleureux, un éclairage doux, une chambre vert olive foncé qui évoquait la pluie et le calme. J'ai gardé un miroir antique dépareillé parce qu'il me rappelait la petite brasserie où je mangeais seul après mes longs quarts de travail, solitaire mais fier. Il n'y avait personne pour critiquer mes choix, personne pour demander pourquoi je n'avais pas choisi une couleur plus vive, personne pour soupirer et dire c'est bien, j'imagine, personne pour regarder la 2e chambre vide et souligner ce qui me manquait. Pour la première fois de ma vie, j'avais un espace qui me reflétait, et non ce que les gens attendaient que je devienne. Et parce que j'y avais tant mis de moi-même, je l'ai protégé. Quand mon propriétaire a mentionné des cambriolages dans le quartier de mon appartement, j'ai décidé d'installer un système de sécurité basique et quelques caméras autour de la maison. Pas parce que j'avais peur, mais parce que j'avais travaillé trop dur pour être négligente. Je me disais qu'un jour j'inviterais ma famille, peut-être pour un dîner, peut-être pour tout révéler d'une manière contrôlée, comme si je pouvais gérer leurs réactions. Peut-être seraient-ils surpris, peut-être seraient-ils fiers. Ou peut-être que ma mère froncerait simplement les sourcils en demandant « Pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» Que Damien rirait comme si c'était mignon, et que mon père hocherait la tête comme si j'avais fait quelque chose de tolérable mais sans grand intérêt. Pourtant, je l'imaginais. Mais les semaines passèrent et le bon moment n'arrivait jamais. 6 semaines après avoir eu les clés, par un jeudi après-midi gris au cabinet, je venais de finir avec un adolescent qui parlait à peine et je vérifiais les registres de stérilisation dans l'arrière-boutique quand mon téléphone a vibré. J'ai baissé les yeux en m'attendant à un rappel d'agenda, mais j'ai vu l'alerte, mouvement détecté. Porte d'entrée. Mon estomac s'est noué avant même que j'ouvre l'application.
J'ai appuyé sur la notification, la vidéo en direct s'est chargée et je me suis figé. Ma mère se tenait sur mon porche, sans appeler, sans envoyer de SMS, sans attendre. Elle tenait une clé. Derrière elle se tenait la femme de Damien, Sandrine, serrant un sac de courses réutilisable comme s'il s'agissait d'une visite décontractée. Et derrière elle, une troisième femme, blonde, style business, maquillage soigné, tenant un dossier comme si sa place était dans une réunion, pas sur mon porche. Ma mère a souri, radieuse, détendue, comme si elle avait fait ça 100 fois. Puis elle a glissé la clé dans la serrure et est entrée chez moi. J'ai eu l'impression que l'air quittait mes poumons d'un seul coup. Je les ai regardées entrer, riant, parlant, déambulant dans le couloir comme si elles visitaient un showroom. L'inconnue a incliné la tête, scannant les murs, et ma mère a fait un grand geste vers le salon comme si elle présentait quelque chose qu'elle avait acheté. J'ai monté le volume. La voix de ma mère flottait à travers le petit haut-parleur, chaleureuse et satisfaite, la lumière naturelle ici est ravissante le matin. Elle a ouvert les rideaux que j'avais ourlés la semaine précédente. Sandrine a hoché la tête comme si elle évaluait les lieux. La femme blonde a griffonné quelque chose sur un porte-bloc. Je fixais mon téléphone si fort que mes yeux commençaient à piquer. Puis le souvenir m'a frappé, vif et humiliant. 3 semaines plus tôt, j'avais eu la grippe. Fiévreuse, étourdie, tenant à peine debout, j'avais appelé ma mère car je ne pouvais pas conduire jusqu'à SOS Médecins. Elle m'avait conduite, avait attendu pendant que je me faisais soigner, m'avait ramené à mon appartement et, quand elle avait proposé gentiment « Laisse-moi garder la clé de ta maison au cas où tu aurais besoin que je passe prendre quelque chose », je la lui avais donnée sans réfléchir. Je ne l'avais jamais redemandé parce que dans ma tête, c'était temporaire, dans la sienne, apparemment, c'était un droit d'accès. Sur l'écran, elles se sont dirigées vers la cuisine. Ma cuisine. Les placards que j'avais poncés éteints moi-même, les poignées que j'avais remplacées une par une après le travail, choisissant du laiton chaud parce que j'aimais la façon dont il accrochait la lumière. Ma mère s'est appuyée contre le comptoir comme si elle était chez elle. Et j'ai réalisé quelque chose qui m'a glacé le sang, elle n'agissait pas comme une invitée, elle agissait comme une propriétaire. Elles ont descendu le couloir. Elles se sont arrêtées devant la deuxième chambre, celle que je prévoyais de transformer en petit studio photo, un endroit pour les retouches, un endroit pour moi. La voix de la femme blonde est passée clairement cette fois, nette et professionnelle, avec une nouvelle couche de peinture et des stores modernes, cela pourrait être une chambre de bébé parfaite. Chambre de bébé. Ce mot ne s'est pas posé doucement, il a claqué comme une gifle. J'ai coupé le flux si vite que mon pouce m'a fait mal. Je suis resté parfaitement immobile dans ce bureau, le cabinet bourdonnant autour de moi comme si de rien n'était, comme si mon monde ne venait pas de basculer. Quelqu'un a appelé mon nom depuis l'accueil. Je n'ai pas répondu. Mes mains étaient serrées si fort que mes ongles s'enfonçaient dans mes paumes. Et tout ce que je pouvais penser c'était, elles n'ont pas demandé. Pas une seule fois. Pas ma mère, pas mon frère, pas sa femme. Elles sont entrées dans mon refuge comme si je n'étais qu'un espace réservé dans ma propre vie. J'ai dit à ma patronne que j'avais une migraine. Je ne me souviens même pas de ce qu'elle a répondu. Je me souviens juste du parking, du ciel terne, et d'être assise dans ma voiture, moteur éteint, le front contre le volant. Je m'attendais à de la rage. Ce que j'ai ressenti était pire, une dévastation silencieuse. Le genre qui ne crie pas, le genre qui s'installe. Le temps que je conduise jusqu'à la maison, elles étaient parties. Tout semblait exactement pareil, mais ce n'était plus pareil. Je suis resté sur le pas de la porte à fixer le paillasson usé, me demandant combien de fois ma mère s'était tenue là sans moi, combien de fois elle était entrée et avait marché dans mes pièces comme si elle vérifiait un investissement. Je suis allé de pièce en pièce comme si je cherchais une preuve, un tiroir resté ouvert, un coussin déplacé, un verre manquant. Rien d'évident, mais l'air semblait violet, comme si quelqu'un avait prétendu être moi pendant que je ne regardais pas. Dans le salon, quelque chose a attiré mon attention sur la console près de la fenêtre, un papier plié proprement en deux. L'écriture de ma mère, penchée, déterminée, à l'encre bleue au dos d'un ticket de caisse. Je l'ai déplié lentement, comme si mes mains ne faisaient pas confiance à ce qu'elles allaient trouver. Cet endroit est bien trop grand pour toi. Pense à ce qui est vraiment pratique. Tu comprendras un jour. Pas de salutation, pas de signature, pas d'excuse, juste un verdict. Je suis resté là, tenant cette note, et quelque chose en moi s'est durci pour devenir une certitude.
Ce n'était pas seulement qu'elle était entrée chez moi, c'était qu'elle ne la voyait pas comme la mienne. Aucun d'eux ne le faisait. À leurs yeux, j'empruntais de l'espace jusqu'à ce que quelqu'un de plus méritant en ait besoin. Quelqu'un avec un mari, peut-être un bébé, quelqu'un dont la vie ressemblait à la version que ma mère voulait raconter aux gens. J'ai avalé ma salive, la gorge serrée, et j'ai regardé mes murs, ma peinture, mes efforts, ma rébellion silencieuse. Et pour la première fois depuis que j'avais acheté l'endroit, la maison ne ressemblait plus à une sécurité. Elle ressemblait à une chose que j'allais devoir défendre. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. J'ai juste replié la note avec des doigts tremblants, je l'ai glissée dans ma poche et j'ai chuchoté dans la pièce vide, d'accord. Pas d'accord comme si je l'acceptais. D'accord comme si je comprenais à quoi j'avais affaire maintenant et ce que je devais faire ensuite. J'ai dormi à mon appartement ce soir-là, pas parce que c'était plus près du travail, mais parce que je ne pouvais pas me résoudre à dormir entre des murs qui avaient été franchis sans mon consentement. Le ventilateur de plafond bourdonnait au-dessus de moi, familier et impersonnel. Je suis resté éveillé, à le fixer, rejouant les images dans ma tête. La main de ma mère sur ma porte. La façon dont elle se déplaçait dans ma maison comme si elle était déjà réécrite dans ses plans. Le matin, je ne suis pas allé au cabinet. J'ai conduit directement à la maison. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et je suis resté là longtemps, moteur éteint, à observer. Je ne sais pas ce que j'attendais. Quelqu'un se glissant par la porte? Un panneau à vendre dans le jardin? Une preuve que cela durait depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Rien ne s'est passé. La maison reposait calmement, l'air innocent, comme si elle n'avait pas juste été transformée en monnaie d'échange. Je suis entré et je me suis assise sur le sol nu du salon, les genoux remontés contre la poitrine, la note pliée lourde dans ma poche. Je l'ai sortie à nouveau, l'ai lissée à plat, l'ai lue pour la 5e fois, bien trop grand pour toi. C'était la partie qui résonnait. Pas nous nous inquiétons pour toi, pas nous devrions parler, juste une supposition. Un verdict. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé quelques mots, j'ai besoin de récupérer ma clé. J'ai fixé le message pendant une minute entière avant de l'envoyer, comme s'il pouvait exploser à l'impact. 20 minutes passèrent. Puis mon téléphone a vibré. Hélène, je l'ai toujours depuis que tu as été malade. Tu ne devrais pas être là-bas toute seule aussi souvent. On veille juste sur toi. Veiller sur moi? Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas me faire confiance pour le faire. Au lieu de cela, j'ai ouvert l'application de sécurité et j'ai fait défiler l'historique de la caméra. Je n'avais rien vérifié avant hier. Je n'avais pas voulu confirmer ce que mon instinct savait déjà. C'est là que je l'ai vu. 4 jours plus tôt, ma mère seule, marchant dans ma maison avec un mètre ruban. Elle se déplaçait lentement, méthodiquement, s'arrêtant au cadre de porte, aux fenêtres, aux coins, mesurant, calculant, planifiant. Ma maison n'avait pas seulement été visitée. Elle avait été évaluée. Quelque chose en moi est devenu très calme. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il n'y avait pas de malentendu à dissiper. Pas de clarification douce qui ferait disparaître tout ça. Ce n'était pas de la bienveillance. C'était du contrôle déguisé en inquiétude. Je n'ai pas attendu. Je l'ai appelée. Ça a sonné 2 fois avant qu'elle ne réponde, la voix légère, presque joyeuse. Tu es levé tôt, dit-elle. Je faisais juste du café. J'ai vu les images de la caméra, ai-je dit. Silence. Pas long. Juste assez pour qu'elle décide quelle version d'elle-même elle allait utiliser. Oh, dit-elle, je me doutais que tu finirais par le voir. Tu as utilisé une clé que je t'ai donnée pour une urgence, ai-je dit, ma voix plate. Tu es entré chez moi sans permission. Tu as amené des gens avec toi et tu as laissé une note. Elle a soupiré. Le son familier qui venait toujours juste avant qu'elle ne me fasse sentir déraisonnable. Tu donnes à cela plus d'importance que ça n'en a. Non, ai-je dit, tu lui as donné de l'importance à la seconde où tu es entré. J'y suis allé seulement parce que ton frère et Sandrine traversent une période difficile, a-t-elle dit. J'ai pensé que ça pourrait t'aider de voir quelles options existent. Et cet endroit, c'est charmant, Chloé. Mais c'est beaucoup pour une seule personne, tu ne trouves pas? Et voilà. La phrase qui résumait tout mon rôle dans cette famille. Ce n'est pas trop pour moi, ai-je dit. Je l'ai acheté.
Je l'ai gagné. J'y vis. Je sais que tu as travaillé dur, a-t-elle dit comme on félicite un enfant pour un dessin. Mais les maisons sont faites pour les familles. Tu n'y es même pas à plein temps, et avec ton emploi du temps. Tu ne peux pas décider de ce que je peux gérer. Je ne décide pas, a-t-elle claqué. Je m'inquiète. Non, ai-je dit, ma voix se serrant. Tu contrôles. Elle a pris une inspiration brutale. Ne me parle pas sur ce ton. Alors arrête de me traiter comme si j'avais 10 ans. Elle a ri, un rire bref et défensif. Je suis ta mère. Je me soucierai toujours de ce qui est le mieux pour toi. Se soucier n'implique pas de se faufiler chez quelqu'un et de le faire visiter à des étrangers. Ce n'est pas une étrangère, a dit ma mère rapidement. C'est une amie. Elle travaille dans le homestaging. Je voulais juste un avis. Tu voulais un avis sur la façon de donner quelque chose qui ne t'appartient pas. Elle regardait juste, a-t-elle insisté. Rien n'a été décidé. Tu passes à côté du sujet, ai-je dit. Tu n'aurais pas dû être là du tout. Il y eut une pause. Puis elle l'a dit. Elle est enceinte. Les mots sont tombés entre nous comme s'ils expliquaient tout. J'ai cligné des yeux. Quoi? La femme de ton frère? Elle a dit plus doucement maintenant, ils ne l'ont dit à personne encore. Je n'aurais pas dû le dire, mais ils sont désespérés. Leur appartement est exigu. Ces affaires ne marchent pas bien. Cette maison, Chloé, ça pourrait être une vraie étape pour eux. J'ai fixé le mur blanc devant moi, essayant de traiter le poids de ce qu'elle venait de confesser comme si c'était une information banale. Donc, tu es entré chez moi, ai-je dit lentement, et tu as imaginé un avenir où je la leur cédais simplement. Il ne s'agit pas de te prendre quoi que ce soit. Alors de quoi s'agit-il? Silence, puis doucement, comme si elle offrait une vérité qu'elle pensait que je comprendrais, tu es seul. Ma prise s'est resserrée sur le téléphone. Tu n'as pas de partenaire, pas d'enfant. Tu travailles trop, a-t-elle continué. J'ai pensé que peut-être tu verrais que ce n'est pas pratique à long terme, que ça n'a pas à être à toi pour toujours. J'ai appuyé mon pouce sur le bord de la table pour m'ancrer. Laisse-moi être clair, ai-je dit. Cette maison est à moi. Je l'ai payée. Chaque clou, chaque carrelage, chaque morceau de peinture écaillé. Ce n'est pas temporaire. Ce n'est pas une transition. Et elle n'attend pas d'être réattribuée à quelqu'un que tu juges plus méritant. Tu es dramatique. Non, ai-je dit, je suis ferme. Tu es en train de rejeter ta famille pour une maison. Non, ai-je dit calmement. Tu menaces de me rejeter parce que j'ai finalement revendiqué quelque chose qui m'appartient. La ligne est devenue silencieuse. Puis sa voix est revenue, basse et tranchante. Tu as toujours été difficile. J'ai failli rire. Non, ai-je dit, j'ai toujours été silencieuse. Il y a une différence. J'espère que tu pourras vivre avec ce choix, a-t-elle dit. J'ai vécu avec tes choix toute ma vie, ai-je répondu. Je pense que ça ira. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient. Mais en dessous, c'était le calme. Le genre qui vient après une tempête qu'on n'a pas déclenchée mais qu'on a enfin terminée. Je m'attendais à une explosion ensuite. Des appels, des messages, des accusations. Il n'y a rien eu. Un jour a passé. Puis 2. Même Damien n'a pas donné signe de vie. Pendant un moment, le doute s'est insinué. Peut-être avais-je été trop dur. Peut-être aurais-je dû adoucir les choses. Puis j'ai imaginé ma mère debout dans mon couloir avec une inconnue munie d'un porte-bloc, souriant comme si elle possédait les lieux. Non, cette porte devait être fermée par moi. J'ai appelé un serrurier le lendemain matin depuis l'arrière du cabinet dentaire, en mâchant une barre protéinée pendant ma pause déjeuner. La femme au bout du fil a dit qu'elle pouvait envoyer quelqu'un à midi le lendemain. Je prendrai ma journée, ai-je dit sans hésitation. Quand il est arrivé, il n'a pas posé de questions, il a juste hoché la tête quand j'ai dit « changement complet, toutes les serrures extérieures ». Je suis resté près de lui pendant qu'il travaillait, regardant comme s'il s'agissait d'une procédure médicale, comme si rester proche pouvait rendre la chose plus réelle. Quand il m'a tendu les nouvelles clés, je les ai tenues comme quelque chose de sacré. « Seulement vous, avec les doubles » a-t-il demandé. « Oui » ai-je dit. « Seulement moi. »
Cette nuit-là, j'ai dormi à nouveau dans la maison. Le matelas était toujours par terre. Les murs étaient encore nus par endroits, mais le silence semblait différent. Pas vulnérable. Mérité. Le 5e jour, mon téléphone a vibré. Mouvement détecté. Allez. J'ai posé mes courses et je suis allé à la fenêtre. C'était ma mère. Elle se tenait sur le porche, fixant la porte comme si elle s'attendait à ce qu'elle s'ouvre toute seule. Puis elle a essayé la poignée. Elle n'a pas bougé. Son visage a changé. Elle a frappé une fois, sèchement. Puis encore, plus fort. Je n'ai pas ouvert la porte. J'ai parlé à travers. Tu n'as plus de clé. Une pause. Je m'en doutais, a-t-elle dit, la voix plate. Je voulais juste parler. On parle, ai-je dit à travers la porte. Elle a soupiré. Je sais que tu es en colère. Je ne suis pas en colère, ai-je dit. J'ai fini d'être silencieuse. Le silence s'étira entre nous. Je voulais seulement aider. Non, ai-je dit, tu voulais contrôler. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas un débat. Sa voix a pris ce ton prudent qu'elle utilisait avec les médecins et les professeurs. Ton frère et sa femme traversent une épreuve difficile. Tu ne connais pas toute l'histoire. Et je ne la connaîtrai jamais, ai-je dit, si les gens continuent de faire des choix dans mon dos. Elle s'est approchée. Je pouvais voir sa main planer près du cadre de la porte. Je t'ai élevé pour être pragmatique. Non, ai-je dit, tu m'as élevé pour être utile. Le pragmatisme n'était que l'excuse. Sa voix s'est brisée très légèrement. Je ne veux pas que tu finisses seul. J'ai ri, un rire sec. Tu as déjà fait en sorte que je le sois. Elle n'a pas répondu. Une minute plus tard, j'ai entendu sa voiture quitter l'allée. Je n'ai pas pleuré. Je suis retourné à la cuisine, j'ai déballé mes courses et j'ai laissé le calme remplir l'espace. Cette fois, il est resté. Le silence après le départ de ma mère n'était pas dramatique. Il ne claquait pas les portes et ne résonnait pas de derniers mots. Il persistait, simplement. Au début, je me disais que c'était la paix. Je traversais mes journées avec une efficacité étrange et prudente, travail au cabinet, retouche de photos tard dans la nuit, courses, projet de maison. J'ai remplacé la sonnette, installé des rideaux occultants, réorganisé les tiroirs de la cuisine 3 fois en une semaine. J'ai frotté des plaintes qui n'avaient pas besoin d'être frottées, plié des serviettes qui étaient déjà pliées. Ce n'était pas une question de propreté. C'était une question de contrôle. Parce que quand on dit enfin non à des gens qui ont toujours pris, il y a un moment après où votre corps ne sait pas quoi faire de lui-même. L'adrénaline retombe, les limites tiennent, et soudain, on se retrouve seul avec l'écho de sa propre décision. Les SMS ont commencé doucement, de ma sœur d'abord, Tiffen. Maman est encore assez contrariée. Tu devrais peut-être la contacter. Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, Damien. Pas de jugement. Je dis juste que ça ne vaut pas la peine de faire exploser la famille pour ça. Toujours rien de ma part. Puis un message groupé est apparu comme un piège enveloppé dans un langage décontracté. Passons tous à autre chose. Personne n'a demandé comment j'allais. Personne n'a dit que ce qu'elle avait fait était mal. Il voulait juste que l'inconfort disparaisse. De préférence par mon action, en annulant tout. Alors je suis restée silencieuse. La nuit, la maison semblait différente d'avant. Pas dangereuse, juste creuse. J'avais travaillé si dur pour construire cet endroit, pour le faire mien, que je ne m'étais pas préparé à ce que cela ferait une fois la bataille terminée et qu'il n'y aurait plus rien contre quoi se défendre. Certains soirs, je laissais une lampe allumée dans le couloir, juste une ampoule, un petit défi contre l'obscurité. C'est à ce moment-là qu'Étienne a commencé à passer plus souvent. Étienne était mon copain, stable, observateur, le genre d'homme qui écoutait sans interrompre et ne me poussait jamais à tirer des conclusions. Nous étions ensemble depuis un peu plus d'1 an, mais j'avais tenu ma famille à distance de lui. Pas à cause de lui, à cause d'eux. Il m'avait aidé à porter une bibliothèque dans la maison une fois, passant sa main sur le mur en disant « Tu as fait tout ça toi-même ». Comme si cela signifiait vraiment quelque chose. Maintenant, il était assis sur mon canapé, les jambes allongées, une tasse réchauffant ses mains. « Tu ne regrettes pas » a-t-il dit un soir,
sans poser vraiment la question. Non, ai-je dit. Je ne m'attendais juste pas à ce que ce soit si calme. Il a hoché la tête. Poser des limites fait généralement ça. C'est comme vider une pièce. Les échos apparaissent avant les meubles. J'ai souri faiblement. Puis son téléphone a vibré sur la table basse. Il y a jeté un coup d'œil. Sa mâchoire s'est contractée juste une seconde. Je l'ai remarqué. Tout va bien, ai-je demandé. Ouais, a-t-il dit trop vite, puis il s'est corrigé. En fait, non. Mais ce n'est pas ton problème. J'ai attendu. Il a expiré. Mon ex m'a encore envoyé un SMS. Je n'ai pas réagi, pas extérieurement, mais quelque chose en moi s'est aiguisé. Elle orbitait depuis des semaines, liquant de vieilles photos, envoyant des messages neutres j'espère que tu vas bien, apparaissant dans des endroits où Étienne ne l'attendait pas. Pas agressive, juste présente. Qu'est-ce qu'elle veut, ai-je demandé. Elle dit qu'elle veut juste tourner la page, a-t-il dit. Mais ça n'en reste jamais là. Est-ce qu'elle est au courant pour la maison, ai-je demandé. Il a hésité. Elle sait que tu en as acheté une, pas les détails. C'était suffisant. Je n'avais pas besoin qu'une autre femme regarde dans ma vie comme si c'était un sujet de discussion. Quelques jours plus tard, mon téléphone a vibré avec un nom que je n'attendais pas. Sandrine, la femme de Damien. On peut parler? Juste toi et moi. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Elle n'avait pas défendu ma mère. Elle ne m'avait pas accusé. Elle avait été silencieuse pendant que tout brûlait. Cela semblait intentionnel. Demain. 17h à la maison, ai-je répondu. Elle est arrivée à l'heure. Pas de maquillage, pas de tenue soignée, juste un jean, des baskets et un pull gris ample qui la faisait paraître plus petite que dans mon souvenir. Elle se tenait dans mon entrée comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit d'entrer. Je me suis écarté. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine en silence pendant que la bouilloire chauffait. Finalement, elle a parlé. Je ne savais pas qu'elle allait faire ça. Faire quoi, ai-je demandé. Amener quelqu'un visiter la maison. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Je lui ai demandé de l'aide, mais pas comme ça. J'ai attendu. On ne va pas aussi bien qu'il y paraît, a-t-elle dit doucement. L'entreprise de Damien a pris des clients qui n'ont pas payé. On a des mois de retard sur le loyer. Quelque chose dans ma poitrine a bougé. Je ne voulais demander à personne, a-t-elle continué. Lui ne l'aurait pas fait. La fierté. Tu sais comment il est. Je le savais. J'ai pensé qu'elle pourrait peut-être nous aider à trouver une solution. Elle a parlé de se porter garant, de conseils, n'importe quoi. Mais à la place, elle a commencé à parler de ta maison. De comment c'était trop pour toi. De comment ça avait plus de sens pour une famille. Ce mot encore. Elle a fait en sorte que ça sonne comme si ça ne te dérangerait pas, a ajouté Sandrine doucement. J'ai laissé échapper un souffle bref, sans humour. Bien sûr qu'elle l'a fait. Je ne savais pas qu'elle avait ta clé, a-t-elle dit rapidement. Je ne savais pas qu'elle la faisait visiter comme si c'était déjà décidé. Donc, tu dis que ça a dérapé, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Et je ne l'ai pas arrêté. Ça compte. Nous sommes restés assises là, la lumière de fin d'après-midi s'étirant sur le sol. Étais-tu d'accord avec ça, ai-je demandé. Elle a croisé mon regard. Non. Je l'ai cru. Je voulais venir plus tôt, a-t-elle dit. Mais je ne voulais pas mentir, et je ne voulais pas la défendre non plus. À la porte, elle s'est arrêtée. Pour ce que ça vaut, a-t-elle dit, ta maison est magnifique. Cette fois, cela ne ressemblait pas à une revendication. Après son départ, la maison semblait différente. Toujours calme, mais pas vide. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à Damien, à la facilité avec laquelle je l'avais étiqueté comme le méchant sans m'arrêter pour me demander ce qu'il pouvait cacher derrière cette aisance. Cela n'excusait rien, mais cela ajoutait du poids. Le lendemain matin, debout dans la deuxième chambre, le presque studio, j'ai eu une pensée qui m'a fait plus peur que la confrontation ne l'avait jamais fait. Et si je les invitais ici? Pas pour me rendre, pas pour m'excuser, mais pour fixer les conditions.
J'ai rédigé le message lentement. Je prépare un dîner ce dimanche à la maison. Si vous voulez venir, vous êtes invité. Je l'ai envoyé à ma mère, à mes frères et sœurs et à mon père. Puis j'ai retourné mon téléphone face contre table et je ne l'ai plus regardé. J'ai passé le samedi à bouger lentement dans la maison, pas à nettoyer en panique, pas à faire de la mise en scène, juste à préparer intentionnellement. J'ai essuyé les comptoirs, dégagé le couloir, lavé les fenêtres pour que la lumière de fin d'après-midi puisse entrer, propre et honnête. J'ai dressé la table avec des assiettes dépareillées et des serviettes en tissu que j'avais trouvées dans une brocante des mois plus tôt et jamais utilisées parce que j'attendais une raison. C'était la raison. J'ai cuisiné comme je l'ai toujours fait quand j'avais besoin de m'ancrer. Des légumes rôtis caramélisants au four. Un poulet aux herbes dorant dans une poêle en fonte. Une marmite de lentilles mijotant doucement avec de l'ail et du thym. Pas de centre de table. Pas de performance. Juste de la nourriture dans un espace. À 17h57, des phares ont balayé la fenêtre avant. Mon estomac s'est noué. Pas de peur, mais de conscience. J'ai ouvert la porte avant que quiconque ne frappe. Damien est entré le premier, tenant une bouteille de vin comme une offrande. Il a hésité quand il m'a vu, comme s'il n'était pas sûr de la version de moi dans laquelle il entrait. « Salut », a-t-il dit. « Salut », ai-je répondu. Sandrine a suivi, les yeux parcourant la maison comme si elle la voyait pour la première fois sans permission. Tiphaine est arrivée ensuite, trop de parfum, une boîte de pâtisserie avec un ruban. Mon père est entré silencieusement, les mains dans les poches de sa veste. Ma mère était la dernière. Elle s'est arrêtée sur le seuil. Pendant un instant, aucune de nous n'a parlé. Puis je me suis écarté. « Entre », ai-je dit. Elle l'a fait. La maison s'est remplie lentement, chaussures près de la porte, veste sur les crochets. Le son doux et maladroit de gens occupant un espace où ils n'avaient pas l'habitude d'être invités. Damien a erré dans le salon, passant sa main le long de la bibliothèque qu'Étienne m'avait aidé à porter des semaines plus tôt. « Tu as fait tout ça toi-même », a-t-il murmuré. Ce n'était pas un éloge, mais ce n'était pas un rejet non plus. Tiphaine a effleuré le rebord de la fenêtre. Cette couleur de peinture est parfaite. J'ai hoché la tête. Nous nous sommes assis à table alors que le soleil descendait bas, une lumière chaude se posant sur tout ce que j'avais construit. J'ai versé de l'eau dans des verres dépareillés, passé les plats. Pas de discours, pas encore de tension. Nous avons mangé. Damien a posé des questions sur mon appareil photo. Tiphaine a montré une photo du bébé d'une amie. Mon père a repris des lentilles sans dire un mot. Ma mère a commenté que le poulet était bien équilibré, ce qui était sa version de l'approbation. Je n'ai rien brusqué. Pour la première fois, je ne recevais pas pour gagner quelque chose. Après le dîner, je me suis levé et j'ai dit, « Je vais vous faire visiter. » Pas parce qu'ils en avaient besoin, mais parce que je le voulais. C'est la chambre d'amis, ai-je dit en montrant la deuxième chambre. Les murs ont nécessité 3 couches. Dans la cuisine, j'ai montré les étagères ouvertes. Je les ai accrochées 2 fois. La première fois, elles n'étaient pas de niveau. Ils ont écouté. Personne n'a interrompu. Personne n'a corrigé. Dans ma chambre, Tiphaine a chuchoté, « C'est calme ici. » Ça l'est, ai-je dit. Quand nous sommes retournés au salon, Sandrine a proposé d'aider pour la vaisselle. J'ai secoué la tête. Je gère. Ils sont restés plus longtemps que je ne le pensais. Aucune excuse n'est venue. Pas de règlement de compte dramatique, mais quelque chose avait changé. Subtil, indéniable. Quand ils se sont finalement levés pour partir, ma mère s'est attardée près de la porte. Elle m'a regardé, moi, pas à travers moi. « Tu as fait quelque chose de beau », a-t-elle dit doucement. J'ai hoché la tête. « Merci. » Sa main a pressé la mienne une fois avant qu'elle ne sorte. Après la fermeture de la porte, je suis resté là un long moment. Pas parce que j'étais incertaine, mais parce que je ne l'étais pas. Dans les semaines qui ont suivi, les SMS sont revenus, mais ils étaient différents. Tiphaine a envoyé une photo d'un coucher de soleil, ça m'a fait penser à l'éclairage de ta salle à manger. Damien a transféré un article sur les tendances photos, j'ai pensé que tu aimerais ça. Même ma mère a demandé une fois, comment va le jardin? De petits gestes, constants, non forcés. Je ne me suis pas précipité pour répondre.
Je n'ai pas disparu non plus. J'apprenais quelque chose de nouveau, que je pouvais m'engager sans me rétrécir. Que je pouvais poser des limites sans construire de murs infranchissables. Que la famille pouvait être quelque chose à laquelle je participais, et non quelque chose que je subissais. Un soir, je me suis assise sur les marches arrière avec une tasse de thé, Étienne à mes côtés, l'air vif et honnête. « Ça va ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Je crois que oui, enfin. La maison se tenait derrière moi, calme, solide, mienne. Et pour la première fois, le silence ne ressemblait pas à une absence. Il ressemblait à un choix.